Donc ce soir, on va commencer par les fiches de synthèse de, euh, de ce chapitre 4, première partie, où on va parler du journal de bord, de l'exploitation des stations et des sanctions. Alors, première chose, le journal de bord. Alors, premièrement, journal de bord, en fait, il n'y a que l'ANFR et l'administration et le journal officiel qui parlent du journal de bord partout. Ailleurs, les radioamateurs appellent ça le journal de trafic ou le carnet de trafic. Mais on parle bien de la même chose. Donc le journal de bord, et ça c'est un article de la décision ARCEP 2012-1241, plus précisément l'article 6, où il est indiqué que le titulaire d'une autorisation d'émettre, donc euh, les radioamateurs notamment, doit consigner dans un journal de bord, et c'est là où j'ai rajouté journal ou carnet de trafic, les renseignements relatifs à l'activité de sa station. Et donc ces renseignements, ils sont au nombre de 4. Alors 4, on peut dire 5 parce que quand on voit date et heure, en fait c'est deux informations. Date et heure de communication. Il n'est pas précisé dans l'heure de communication si c'est l'heure de début ou l'heure de fin ou les deux, parce que souvent dans le carnet de trafic radio-amateur, on a l'heure de début d'un contact et l'heure de fin du contact. Là, en l'occurrence, la NFR demande juste la date et l'heure, sans précision si c'est le début ou la fin. Moi, je dirais plutôt que c'est le début, mais voilà, sans être complètement certain. L'indicatif du correspondant, et on est bien d'accord que c'est le correspondant qu'il faut indiquer, et notamment si vous êtes sur un relais, c'est votre correspondant, c'est en fait le relais. Voilà, et on indique, et on n'a que l'indicatif à noter. Son prénom, le lieu où il habite, etc., ce n'est pas une information enfin, obligatoire au sens de la décision ARCEP, même si dans le journal de trafic du radioamateur, il y a souvent le prénom, la ville et peut-être aussi les conditions d'exploitation du correspondant. Enfin, en tout cas, ce qui est obligatoire, enfin, ce qui est obligatoire, oui, c'est l'indicatif. Évidemment, la fréquence d'émission, et on est bien sur la fréquence d'émission, donc attention quand vous êtes sur un relais, ne pas indiquer la fréquence écoutée, qui souvent, c'est celle qui est affichée sur le TX. On parle bien de la fréquence d'émission. La classe d'émission, bien entendu, la classe d'émission qui, en théorie, doit être codée euh, comme avec ce qu'on a vu au chapitre 1. Voilà, donc les classes avec une lettre, un chiffre et une lettre, et une indication lorsqu'on est en trafic en portable ou en mobile. On va voir ce que veut dire portable et mobile juste après. Il faut aussi indiquer le lieu d'émission. Alors tout au moins, alors évidemment quand on est en mobile, bah, c'est peut-être un peu compliqué, mais au moins dire, bah voilà, j'étais sur sur l'autoroute ou voilà, ou à tel endroit entre deux villes, voilà. Et quand on est en portable, bah, on indique l'adresse ou tout au moins des indications qui permettent de retrouver où on était. Ce journal de bord doit être constamment à jour. Il est voilà, donc on peut très bien le tenir sous forme informatique. Hein, c'est pas rien n'est indiqué, donc comme vous voulez, soit sous forme papier, soit sous forme informatique. Ce qui est important, c'est qu'il doit être constamment à jour, présenté aux fonctionnaires chargés du contrôle. Alors précisément, c'est les fonctionnaires de la NFR qui viendront vous poser des questions éventuellement en cas de plainte pour brouillage. Donc c'est la première chose qu'ils viennent vérifier, votre carnet votre journal de bord. Euh,
D'autre part, il vérifie aussi que la déclaration PAR a bien été faite. Hein, ce sont les deux choses qu'il vérifie au départ, avant de commencer à vérifier votre installation. Euh, voilà. Et ce journal de bord doit être conservé pendant 1 an à compter de la dernière inscription. Donc voilà, mais généralement les radioamateurs sont très conservateurs et gardent ça beaucoup plus longtemps qu'1 an. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le journal de bord. Vous voyez, c'est assez simple et toutes les questions tournent autour des mentions obligatoires ou pas obligatoires du carnet de trafic. Pardon, du journal de bord. Alors, le deuxième sujet, c'est l'exploitation d'une station. Quel indicatif dois-je utiliser pour, euh, pour m'identifier dans un contact? Donc une station fixe, c'est la station qui est utilisée depuis l'adresse déclarée à l'ANFR. C'est-à-dire que lorsque vous allez recevoir, quand vous réussissez l'examen, l'ANFR vous envoie un document à remplir, que vous pouvez d'ailleurs aussi remplir sur Internet. Là, je ne l'ai pas indiqué, mais on peut très bien le faire sur Internet. Et donc, on demande donc l'adresse postale physique de la station. Et donc, c'est cette adresse qui est déclarée à l'ANFR, et c'est à cette adresse que votre station est dite fixe, c'est-à-dire l'endroit d'où vous émettez. Et donc, dans ce cas-là, on utilise son indicatif sans préfixe ni suffixe. On donne juste l'indicatif. Et avec cet indicatif, on sait que on émet depuis l'adresse déclarée à l'ANFR. Alors, cette adresse déclarée, d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être évidemment votre domicile principal, ça peut être aussi votre résidence secondaire, mais ça peut être aussi n'importe où, chez un copain, peu importe. L'ANFR ne demande pas de justificatif de l'adresse que vous donnez. Et en fait, même il y a deux adresses. L'ANFR reconnaît deux adresses. Votre adresse courrier, donc votre domicile par exemple, là où vous voulez recevoir tous les courriers de l'ANFR. D'ailleurs, au passage, l'ANFR n'envoie plus de courrier, comme ça c'est plus simple. Et d'autre part, l'adresse de la station. Donc vous avez deux adresses à renseigner. Par défaut, évidemment, c'est la même, mais rien ne vous empêche d'avoir deux adresses différentes, l'adresse courrier et l'adresse de la station. Et ce dont on parle là, c'est bien l'adresse de la station. D'ailleurs, ici par exemple, ici ça c'est mon adresse courrier, et ici ce sont les adresses de la station qui évidemment sont les mêmes. Voilà. Et si vous n'utilisez pas la station à l'adresse notifiée, que vous avez, que vous avez déclarée, et donc qui vous a été notifiée, dans ce cas-là, il y a trois cas possibles. Soit la station est transportable. Alors transportable, ça veut dire qu'elle est construite de manière à être déplacée, mais ne peut pas fonctionner pendant son transport. Typiquement, c'est la station que vous auriez à votre maison de campagne, mais pour laquelle vous n'avez rien déclaré. C'est-à-dire que la station, c'est votre domicile, vous avez une maison de campagne, et quitte même à avoir deux stations, une station au domicile, une station à la maison de campagne, et dans ce cas-là, celle de la maison de campagne, elle est construite de manière à être déplacée, mais ne peut pas fonctionner pendant son transport. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement la déplacer, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et donc dans ce cas-là, la station est dite transportable, et on utilise dans ce cas-là, après l'indicatif, un
/P quand on est en morse, et quand on est en téléphonie, on rajoute à la suite de l'indicatif portable ou portable en anglais. En fait, c'est ce terme portable, il est très perturbant parce que le mot existe aussi en français et il n'a pas vraiment la même signification. Hein. C'est la signification anglaise du mot portable, donc portable. Et donc, portable, ça veut dire que c'est du. Enfin, ça peut fonctionner, mais ça ne peut pas fonctionner pendant son déplacement. Donc ça, c'est la station transportable, suffixe P. Ensuite, il y a le suffixe M. M comme mobile, mobile en anglais. Et mobile, c'est plus la signification du portable français. C'est-à-dire que la station peut être utilisée lorsqu'elle est en mouvement. En français, on dit on utilise un téléphone portable. Les Anglais, ils disent a mobile phone. Et donc, c'est dans cette optique-là que on utilise mobile. Mobile, c'est que voilà, la station peut être utilisée en mouvement ou pendant des haltes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes en voiture et que vous êtes arrêté sur une aire d'autoroute, par exemple, que vous pourrez dire que vous êtes transportable. Vous êtes mobile. Et donc, alors autant la station transportable n'est pas définie dans le RR, une station transportable, finalement, c'est une station fixe. Une station fixe, pas au sens ANFR du terme, puisque station fixe, ça veut dire notifier euh, avec votre indicatif, notifier à l'adresse de votre indicatif, mais c'est une station fixe dans le sens où elle ne bouge pas. Voilà. Alors que la station mobile, elle est définie dans le RR, et dans la définition du RR, c'est ce qu'il y a ici entre guillemets. Alors, depuis de mémoire, c'est 2013, pardon, donc la décision 12-1241, une station peut être montée sur un aéronef, donc un avion, un ULM, un ballon, sous réserve d'avoir toutes les autorisations nécessaires. Alors le texte, il est un peu plus complet, mais voilà. Donc on peut monter la station sur un aéronef, mais déjà, je ne sais pas comment vous allez obtenir ces autorisations, puisqu'il vous faudra avoir l'autorisation de la DGAC. Donc ça avait été obtenu par les associations qui lancent des ballons radioamateurs, puisque à l'intérieur, il y a une station radio, un relais, qui permet de retransmettre des images et des informations de télémétrie. Et donc, ils ont obtenu de rajouter donc, cette possibilité dans la réglementation radioamateur. Mais voilà, après, est-ce que c'est aussi transposable à des avions, des ULM? Là, j'en doute un petit peu, et en tout cas, il faut avoir l'autorisation de la DGAC, hein, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui donne pas ces autorisations aussi facilement que ça. Donc ça, c'est un petit point à se mettre ça dans la tête. Troisième possibilité, c'est d'installer sa station à bord d'un navire. Et quand on parle de navire, ce sont des navires qui sont situés hors des eaux territoriales, donc hors du territoire français. Les eaux territoriales, je rappelle, ce sont toutes les eaux qui sont à plus de 12 000 nautiques des côtes.
12 000 nautiques des côtes, c'est environ 22 km. Et l'ANFR, dans ces questions, plutôt que d'utiliser le terme eau internationale, il va utiliser un terme du style pleine mer ou au large des côtes. Ce qui est quand même très vague. Le terme officiel qu'on devrait prendre, c'est les eaux internationales. Et dans ces eaux internationales, bah, évidemment, comme il y a la réglementation qui s'applique, finalement, c'est celle du pavillon du bateau. Donc c'est quand même assez spécial. Et si vous utilisez votre station à bord d'un bateau, notamment les bateaux de croisière ou les cargos, bien il faudra demander l'autorisation au capitaine, qui est le seul maître à bord, comme vous le savez. Et ça, c'est pas que dans la comment dire, dans la littérature ou dans les films, c'est dans la vraie vie, c'est aussi comme ça. Et les stations radio-amateurs à bord d'un navire situé dans les eaux internationales, c'est assimilé à une station de navire. Et dans ce cas-là, le préfixe, c'est /mm ou /maritime mobile ou maritime mobile. Voilà, donc voilà ce que l'on peut dire sur l'exploitation d'une station. Pendant qu'on est dans cette, sur ce de quoi est composée la station, il y a une règle du code des postes et communications électroniques qui dit que les équipements radioélectriques, donc pas que ceux des radioamateurs, hein, tous les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Et ça, en fait, c'est pour savoir si elles sont conformes, si les caractéristiques de la station sont conformes à toutes les normes, et notamment les normes européennes. Et donc, quand le matériel est homologué, entre guillemets, il a son logo CE qui est donc présent sur le matériel. Hein, le logo CE, voilà, c'est ce logo-là, qui montre que le matériel satisfait aux exigences essentielles et donc à toutes les normes techniques qui s'appliquent au matériel. Petit sujet quand même, le matériel construit ou modifié par les radioacteurs, parce qu'à partir du moment où vous modifiez votre matériel, évidemment, le logo CE, il ne s'applique plus. Si vous modifiez votre poste, et notamment l'amplificateur final, évidemment, il n'est plus conforme au logo CE. Néanmoins, dans toute la réglementation française et européenne, le matériel construit ou modifié par les radioamateurs est réputé conforme, puisque vous avez dans la partie réglementation de l'examen quelques informations, quelques notions sur les normes que vous devez appliquer sur le matériel d'émission. Voilà. Donc ça, c'est ce premier point. Le deuxième point, c'est, alors il y a eu en 2007 un arrêté. Alors ça, c'était suite à notamment la prolifération des antennes relais de téléphone. Et donc il y a eu tout un débat à ce moment-là. Et donc pour calmer un peu tout le monde, il y a un arrêté qui est sorti et qui prévoyait que
tous les opérateurs, enfin tous les professionnels devaient déclarer leur puissance d'émission à la NFR, et la NFR centralisait, enfin centralise toujours d'ailleurs, ces informations dans une application qu'on appelle Carto Radio. Cet arrêté de 2007, il ne prévoyait, enfin, il ne concernait que les professionnels. Et alors, je ne sais plus quand exactement, mais c'est assez ancien, ça va faire une dizaine d'années, où il y a eu une modification de cet arrêté et a été ajouté les déclarations des stations radioamateurs. Donc en fait, alors, ces déclarations sont effectuées à la NFR, mais la NFR ne les fait pas figurer sur Carto Radio. Voilà, il les garde dans sa base de données au cas où un jour, bah, la NFR serait obligée de, d'informer sur toutes les stations qui seraient, qui pourraient être concernées par l'arrêté du 17 décembre 2007. Et donc, l'ANFR demande que toutes les installations radioamateurs dont la puissance PAR est supérieure à 5 watts, ça doit être déclaré auprès de la NFR. Alors, il y a un site euh, sur le portail ANFR qui permet de faire sa déclaration en ligne. Et voilà, ça fait partie, ça, des obligations. Il y a eu un tollé de la part des radioamateurs il y a une dizaine d'années quand ça s'est mis en place. Bon, maintenant, tout le monde le fait. Et donc, ce qu'il faut donner, c'est l'adresse de la station. D'ailleurs, au passage, c'est cette même adresse que vous avez dans, ici, l'adresse déclarée. Donc, en fait, c'est cette adresse qui va définir le préfixe, dont on va parler la semaine prochaine. Il faut indiquer donc non seulement l'adresse postale, mais les coordonnées géographiques. Et là, on va utiliser le format GPS. Voilà, donc prenez votre GPS et puis vous recopiez bêtement les positions longitude et latitude affichées. Et on doit déclarer la PAR maximum utilisée dans 4 gammes d'ondes. C'est-à-dire qu'on ne va pas le demander sur chacune des bandes que vous êtes susceptible d'utiliser, enfin pour lesquelles vous êtes équipé. On va juste vous le demander sur 4 gammes d'ondes. Donc quelle est la PAR maximum utilisée en HF, donc en dessous de 30 mégas, en VHF, donc de 30 à 300 mégas, en UHF, de 300 à 3 gigas, et au-delà de 3 gigas. Et on parle bien de PAR. Alors, la PAR, on va voir quand on fera la partie réglementaire, mais il y a une partie technique dans la réglementation, et on parlera un peu de la PAR pour voir comment ça se calcule. Grosso modo, c'est la puissance en sortie d'émetteur multipliée par le gain donné par l'antenne, mais le gain calculé de manière arithmétique. Puisqu'une antenne peut avoir du gain si elle concentre l'énergie dans une direction. Et dans ce cas-là, on a l'impression qu'il y a plus de puissance quand on est évidemment en face de l'antenne, dans la direction de l'antenne. Et c'est cette PAR qui est demandée par la NFR. Et c'est la PAR, donc on prend la puissance maximum sortie d'émetteur, et donc on multiplie par le gain de l'antenne, moins éventuellement les pertes dans le coaxial et autres pertes. Et on n'a finalement que 4 puissances à donner. Alors généralement SHF, peu de gens ont déclarent une puissance, parce que ce sont quand même des fréquences assez élevées au-delà de 3 gigas, donc il y a assez peu de monde.
Par contre, voilà, HF, VHF, UHF, il y a peut-être un peu plus de monde. Troisième point, pardon, ça concerne l'accès à Internet. Ça, c'est un gros débat, un gros sujet. Alors, dans la réglementation, dans le code des postes et communications électroniques, la loi autorise les radioamateurs à utiliser Internet. Sauf que dans le texte de loi, il y a marqué dans les conditions prévues par un arrêté autorisant la connexion à un réseau ouvert au public. Alors, un réseau ouvert au public, concrètement, c'est Internet. Et donc, tant que cet arrêté, qui doit être signé par le Premier ministre ou le ministre des Communications électroniques, n'est pas publié au journal officiel, cette connexion Internet, elle n'est pas possible, elle n'est pas autorisée. Pour autant, j'ai jamais vu la NFR ou l'ARCEP, enfin, c'est plutôt la NFR qui va travailler là-dessus, qui s'opposerait. Voilà, donc on peut dire, mais il ne faut pas le dire trop fort, que c'est toléré, mais c'est pas, pas autorisé. Voilà, c'est autorisé par la loi, mais le décret d'application n'a jamais été publié. Voilà, donc il y a eu un semblant de publication en 2018, enfin tout au moins il y a un projet qui était sorti en 2018, et ce projet, il est resté au placard, il n'a jamais été publié. Donc voilà, donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas relier une station d'émission à Internet. Station de réception, là, il n'y a pas de débat puisque la réception, encore une fois, est libre en France. Donc vous pouvez connecter une station de réception à Internet. Personne ne viendra vous dire quelque chose. Ce qui est interdit, c'est une station d'émission. Parce que toute la réglementation dont on parle, là, à chaque fois, c'est le côté émission, c'est pas le côté réception. Le côté émission, c'est celui qui fait l'objet finalement de tous ces textes-là qu'on est en train d'étudier. Et évidemment, on ne peut pas non plus contrôler à distance via Internet sa station. À partir du moment où on passe par un réseau ouvert au public. Et Internet en est typiquement un. Enfin, les stations peuvent être provisoirement saisies et exploitées par décision du Conseil du ministre. Alors ça, c'est les réquisitions dans le cadre des... alors, on va redescendre. Ça, c'est donc l'état d'urgence ou l'état de siège. Alors, l'état d'urgence, on en a eu un petit peu après les attentats du Bataclan, enfin pendant un petit peu, pendant 2-3 ans quand même, euh, et sur tout le territoire français. Donc, potentiellement, le matériel radio-amateur aurait pu être saisi. Franchement, je ne vois pas trop ce qu'aurait pu faire l'État avec ça. En tout cas, ce sont les préfets qui sont chargés de récupérer le matériel. Et cette décision, elle est prise en Conseil des ministres, puisque l'état de siège comme l'état d'urgence sont des décisions prises par le Conseil des ministres. Voilà. On en arrive aux installations de Radio Club et de satellites. Donc les installations de Radio Club sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif d'appel du Radio Club. Donc c'est la responsable technique du Radio Club, clair. Là, c'est ce que nous appelons, nous, responsable technique, mais qui est le responsable vis-à-vis de la NFR. Et ce responsable doit être titulaire d'un certificat d'opérateur CEPT ou dit AREC. Et donc les ex-classe 3 ne peuvent pas être responsables du Radio Club. Le responsable du Radio Club n'est pas obligatoirement le président du Radio Club. Le président du Radio Club, quelquefois, c'est soit le maire, et si c'est dans
enfin, dans une école, c'est souvent le directeur de l'école qui est le président, entre guillemets, du Radio Club. C'est une présidence, enfin, c'est juste de la formalité, mais en tout cas, le directeur de l'école, il n'est pas obligatoirement radioamateur. En revanche, le responsable technique de la station, le responsable de la station vis-à-vis de la NFR, doit être radioamateur et avec une classe d'opérateurs autre que l'ex-classe 3. Tout opérateur titulaire d'un indicatif d'appel peut exploiter la station d'un Radio Club avec l'indicatif du Radio Club suivi de son indicatif personnel. Typiquement, lorsque j'utilise la station du Radio Club F6KGL, je me présente comme étant F6KGL opéré par F6GPX. Alors, je commence toujours par le Radio Club et je termine par moi. L'utilisateur doit émettre sur une bande dans un mode et avec une puissance autorisée à sa classe d'opérateur. Ça me semble évident, c'est-à-dire qu'un F0, c'est pas parce qu'il va au Radio Club qu'il peut utiliser le décamétrique, par exemple. Il ne peut utiliser que la bande de mètres, donc 144, 146, et avec 10 watts, et dans les classes d'émission qui lui sont autorisées. Le journal de bord du Radio Club, il est un peu particulier, puisque, en plus des informations, des 4 informations dont on a parlé tout à l'heure, on doit aussi indiquer les indicatifs des opérateurs qui utilisent la station. C'est logique. Pour les stations répétitrices, alors là, j'ai peu de questions recensées sur ce sujet. Donc une station répétitrice, ça peut être soit une balise, donc quelque chose qui émet en permanence, enfin en permanence tout en étant relatif, mais sur une fréquence, et qui permet de voir par exemple l'état de la propagation. Généralement c'est plus lié à cette chose-là. Et ça peut être aussi une installation automatique qui a un relais finalement qui répète tout ce qu'il entend sur une fréquence, la fréquence d'entrée du relais est répétée sur une autre fréquence ou parfois aussi sur une autre bande. Voilà. Donc ça c'est la station répétitrice qui peut être établie sur un autre site que celui de la station de l'utilisateur, parce qu'on peut avoir, enfin, moi F6GPX, j'ai le droit d'avoir une balise, et que cette balise, je ne vais pas l'installer à mon domicile, je vais l'installer un peu plus loin pour ne pas me brouiller moi-même, et donc dans ce cas-là, je vais avoir un indicatif, enfin, je n'ai pas un indicatif, c'est mon indicatif, mais pour lequel j'utilise la balise. Donc ça, c'est quand même assez spécial. Et donc, l'utilisateur ne peut pas être, encore une fois, un radioamateur titulaire d'un certificat de classe 3. Enfin, donc les novices n'ont pas le droit d'être le responsable de la station répétitrice. Une station répétitrice, ça suit à peu près les mêmes règles que les installations de Radio Club. Une station répétitrice ne peut pas servir à un usage personnel ou à un groupe restreint, c'est-à-dire qu'il est interdit de dire le relais, par exemple, n'est utilisable, enfin, je fais en sorte que le relais ne soit utilisable que par un groupe restreint ou une utilisation personnelle. Je ne vois pas trop comment, enfin, l'intérêt d'une utilisation personnelle, ce serait plutôt un groupe restreint, pourquoi pas, mais ça c'est interdit. Et le fait de mettre
des CTCSS ou quelque chose comme ça, eh bien le problème c'est qu'il faut communiquer sur ce genre de, enfin, de, de matériel pour que tout le monde puisse avoir accès au relais. Ça doit transmettre des informations conformes à la réglementation. Bah oui, ça me semble tellement évident. Et enfin, dernière chose, un dispositif d'arrêt d'urgence doit être prévu en cas de brouillage persistant et des mesures appropriées proposées par l'ANFR peuvent être imposées. Voilà. Et donc ça, c'est aussi valable notamment pour les stations euh, satellites, puisqu'une station satellite est aussi une installation automatique, un relais, et donc il doit y avoir un système pour l'arrêter facilement en cas de brouillage. Enfin, un petit chapitre, enfin un petit paragraphe sur les sanctions. Euh, donc, en fait, il y a deux types de sanctions. Il y a les sanctions qui sont définies par la décision 12-1241, et d'autre part, il y a les sanctions euh, qui sont définies par le code des postes et communications électroniques et qui sont donc plus générales et qui ne s'adressent pas qu'aux radioamateurs. Ça s'adresse à tout le monde. Les premières, là, ça ne s'adresse qu'aux radioamateurs. Et donc, c'est tous les problèmes liés à notre activité. Et donc, en cas de manquement à la réglementation, c'est-à-dire que voilà, vous utilisez une puissance qui n'est pas autorisée, un sujet de conversation qui n'est pas autorisé, voilà, que sais-je, voilà, tout ce qui n'est pas conforme à la réglementation. L'indicatif attribué peut être soit suspendu, donc suspendu c'est temporairement, et c'est pour un maximum de 3 ans, ou révoqué, dans ce cas-là c'est définitif. Cette décision, elle doit être motivée, c'est-à-dire qu'on doit, quand vous recevez votre courrier de, de, de suspension ou de révocation, de proposition, pardon, de suspension ou de révocation, on doit vous expliquer qu'est-ce qu'on vous reproche. Voilà. Elle doit être proportionnelle à la gravité du manquement, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous révoquer juste pour avoir dit, enfin je ne sais pas quoi, ou avoir utilisé 600 watts au lieu de 500 watts, par exemple. Hein, ça c'est complètement disproportionné. Ça doit être notifié à l'intéressé. Alors, c'est notifié à l'intéressé et il y a une procédure contradictoire. C'est-à-dire que on doit vous dire ce qui vous est reproché, vous pouvez répondre ou pas, c'est à vous de choisir. Et une fois que la décision, enfin, donc on doit être notifié, et notifié, donc c'est lettre recommandée avec accusé de réception ou huissier. Et donc cette décision, elle est prise sur proposition de l'ANFR ou de l'ARCEP ou d'un ministère ou à la demande d'administration étrangère. Donc voilà, et vous remarquez que là-dedans, il n'y a ni un juge, ni une association ou une personne. Ça ne peut être que sur proposition de l'ANFR, de l'ARCEP, d'un ministère ou à la demande d'administration étrangère. Et donc il y a après une procédure contradictoire, c'est-à-dire qu'on vous demande, enfin on vous laisse la possibilité de vous expliquer. Et cette décision, elle est prise par l'autorité qui a délivré l'indicatif. Et alors là, ça se complique, puisque je rappelle qu'avant 2014, c'était le ministre des Communications électroniques qui délivrait les indicatifs. Depuis 2014, c'est l'ANFR. Donc, selon que l'indicatif a été notifié par l'ANFR ou le ministre, eh bien, c'est pas la même procédure.
Donc, à mon sens, voilà, cette procédure me semble assez difficile à être mise en œuvre. Donc en plus de cette... parce que, ah oui, avant 2012, donc avant cette possibilité, il n'existait que du pénal. Donc pénal, ça veut dire prison et ou amende. Ce qui est quand même très méchant. Et en aucun cas, on ne pouvait vous révoquer ou même suspendre votre indicatif. Alors, à ma connaissance, il y a juste une fois où ça a été fait, mais la personne, en l'occurrence, avait été très très loin. Donc, voilà. Mais c'est tout. Et donc, en plus de cette disposition de la décision 2012-1241, il existe du pénal. Donc, le L39.1 du Code des postes et communications électroniques nous dit que est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de perturber en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique ou d'utiliser une fréquence, évidemment d'utiliser une fréquence euh, pour laquelle on n'a pas le droit d'utiliser, hein, évidemment. Donc ça c'est le 39.1. Le 39.6, le matériel peut être confisqué ou détruit. Et le 39.8, toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel attribué à une station de l'État ou à une autre station autorisée, ce qui est par nature qui est par nature les indicatifs des stations radioamateurs, est puni d'1 an d'emprisonnement. Il n'y a pas d'amende, mais il y a 1 an d'emprisonnement, quand même. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. On va passer maintenant aux questions d'examen. Euh, et alors, il y a juste une seule série qui est la numéro 13, là, puisque finalement, vous allez voir, c'est toujours à peu près la même chose. Donc ce soir, on va voir cette série numéro 13. Et on va voir la série numéro 14 et 15 qui sont les récapitulatifs. Donc série numéro 13. Renseignements obligatoires dans le journal de bord. Est-ce la langue utilisée, la date de la communication, le prénom de l'opérateur et ou le QTH, donc le lieu de résidence de l'opérateur. C'est la date de communication. Je reviens ici, pardon, sur mes slides pour avoir pour, pour avoir les réponses plus facilement. Journal de bord, quelle est la durée de détention? La durée de détention, on doit conserver le journal pendant 1 an. Même si dans la vraie vie, les radioamateurs ne le jettent jamais. Ou alors s'ils le jettent, c'est par erreur. Quelle est la définition d'une station fixe? Elle peut être utilisée partout. On peut l'utiliser en mobile à condition que la carte grise du véhicule est à votre nom. On peut l'utiliser temporairement dans un autre lieu. On ne peut l'utiliser qu'à l'adresse déclarée à l'administration. C'est celle-ci. J'ai oublié de passer à la page suivante. Voilà, donc c'est l'adresse déclarée à la NFR, donc à l'administration. Que doit-on posséder pour émettre? L'autorisation du président du Radio Club, un BEP d'électronique, l'autorisation de l'ARCEP, un certificat d'opérateur. Il n'y a que ça qui... alors, le certificat d'opérateur, c'est pas ça,
ça, c'est la notification d'indicatif d'appel, donc c'est un autre document. Et c'est à partir de ce document, de ce certificat d'opérateur, que vous pouvez faire la demande d'un indicatif d'appel personnel. Et ça, c'est la notification d'un indicatif d'appel personnel. Que signifie MM à la fin d'un indicatif? MM, maritime mobile. Donc une station maritime mobile, une station marine sur la Meuse, une station mobile ou une station portable sur un lac, c'est une station maritime mobile. On peut utiliser le suffixe /m sur un bateau naviguant à plus de 12 milles nautiques des côtes. Alors là, d'ailleurs, il y a une erreur, puisque normalement, 1000, ça s'écrit avec 2 L. Ce n'est pas des miles, c'est des milles. Pas la même chose. Donc ce n'est pas M, puisque M, c'est partout sauf un bateau. Dans un avion de ligne, dans un véhicule, lorsqu'on utilise une station transportable, c'est /P. Donc il y aurait en fait deux possibilités dans un avion de ligne ou dans un véhicule, mais je peux vous dire que si vous demandez à la DGAC d'utiliser votre station sur un avion de ligne, je suis c'est même certain à 100% que ça sera interdit, niet. Donc la seule possibilité, c'est dans un véhicule, puisque lorsque l'on utilise une station transportable, on va utiliser un P et non pas un M. Vous utilisez un portable VHF en forêt. Quel suffixe utilisez-vous? Donc, un portable, c'est pas, enfin un téléphone, c'est un portable, un talkie-walkie VHF en forêt, ben vous allez être mobile, puisque la station est en mouvement. Et donc vous allez être mobile, et c'est pas la peine de dire mobile pédestre. Vous êtes mobile, point barre. Rien ne vous empêche de préciser dans votre contact que vous êtes à tel endroit ou à pied, etc., avec votre belle antenne. Ça, c'est dans vos conditions de trafic que tout le monde échange. Mais d'un point de vue réglementation, pour l'indicatif, vous dites juste mobile à la suite de votre indicatif. A-t-on le droit d'utiliser sa station à bord d'un ULM? Ben, moi, j'aurais tendance à dire non, parce que le oui, si le radioamateur est aussi le pilote de l'ULM, ça m'embête un petit peu, parce que de toute façon, il va falloir vous demander l'autorisation à la DGAC, quand bien même vous êtes le pilote. Donc, voilà. Un radioamateur de classe 3 peut-il modifier son matériel d'émission lui-même? Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait, cette classe d'opérateurs, enfin quand on pouvait obtenir encore des indicatifs de type F0 novice, c'est pour ça qu'il y a une partie technique dans l'épreuve de réglementation, pour que vous sachiez un peu de quoi, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Avant de pouvoir émettre, un radioamateur ne doit pas déclarer, alors l'APR si, la localisation de la station bien sûr, les fréquences utilisées aussi, tout ça c'est la déclaration PAR, dont j'ai pas parlé, je vais pas passer à la slide suivante. Donc la seule chose qui n'est pas précisée, c'est le type d'antenne, puisque dans votre déclaration PAR, là, vous déclarez que la PAR, et vous ne dites pas la puissance
en sortie d'émetteur, ni le gain apporté par l'antenne, et encore moins le type d'antenne que vous utilisez pour obtenir ce gain. Vous possédez une station que vous utilisez uniquement dans votre résidence secondaire. Que devez-vous déclarer à l'administration? Devez-vous la déclarer à l'administration? Donc si j'ai une résidence secondaire, par nature, elle va, enfin, et que j'ai déclaré ma station fixe à mon adresse principale, de ce fait, ma résidence secondaire, ça va être une station transportable P. Or, ma déclaration PAR, ça ne concerne que mon installation fixe et pas mon installation portable. Donc je n'ai rien à déclarer à la NFR. Même si j'ai une puissance bien supérieure dans ma maison de campagne à mon domicile, par rapport à dans mon domicile. Peut-être qu'à mon domicile, j'ai même rien, j'ai que des talkie-walkie qui font que moins de 5 watts, et donc je n'ai rien à déclarer. Et ma résidence secondaire, si j'ai toute mon installation là-bas et que je l'utilise en portable, eh bien du coup, je n'ai rien à déclarer. Quelle est la puissance apparente rayonnée, PAR, autorisée, qui ne demande pas de déclaration? Donc c'est moins de 5 watts, donc par exemple 4 watts. La connexion à... Alors ça c'est... Ah bah si, elle est bonne. La connexion d'une installation de radioamateur sur le réseau Internet est-elle autorisée? Non, c'est interdit. Jusqu'à ce que ce fameux arrêté qu'on a vu furtivement en 2018 soit publié au journal officiel. Et je crains que malheureusement, il faille attendre encore un petit peu. Alors, pour être responsable d'un radioclub, il faut avoir un casier judiciaire vierge, être titulaire d'un certificat d'opérateur autre que celui de classe 3. Ça semble pas mal. Avoir un diplôme d'électronique, non. Avoir son certificat d'opérateur depuis plus de 5 ans, non. C'est donc être titulaire d'un certificat d'opérateur autre que celui de classe 3 ou de l'ex-classe 3. Et ça, je ne suis pas passé à la slide suivante. Voilà, titulaire d'un certificat d'opérateur CEPT. Et donc, si c'est CEPT, c'est autre que classe 3. F0GCS utilise la station du radioclub F8KGN sur la fréquence 145-750. Comment formule-t-il son indicatif? F0GCS portable, F0GCS tout court, F0GCS opérant F8KGN ou F8KGN opéré par F0GCS. Eh bien, le radioamateur doit s'identifier avec l'indicatif du radioclub suivi de son indicatif personnel. Donc c'est cette manière de se présenter, de s'identifier lorsqu'on trafique depuis un radioclub. Quelle fréquence peut être utilisée pour les balises? 7300, 145 900, 441, aucune de ces fréquences. Alors 145, alors 7 méga 3, c'est pas, enfin tout au moins c'est pas dans la bande autorisée en région 1. 441 non plus d'ailleurs. Par contre 145 900 c'est dans les fréquences autorisées en région 1. Donc j'aurais tendance à choisir cette réponse et c'est valable, enfin on s'en fout de savoir si c'est une balise ou autre. Encore une fois, la NFR ne regarde pas
le plan de bande qui a été défini par l'IARU. Eux, ils regardent juste les bandes qui sont définies dans le TNRBF. Donc c'est des limites, limites inférieures, limites supérieures des bandes, et la manière dont c'est réparti à l'intérieur, la NFR, s'en contrefiche, et c'est très bien. En cas de manquement à la réglementation, l'indicatif d'appel attribué peut être suspendu ou révoqué à la demande d'un voisin dont le téléviseur aurait été perturbé, à la demande d'une association de radioamateurs, à la vue de rapports d'infraction transmis par des administrations étrangères, à la demande d'un autre radioamateur, non, ça peut être que le C, à la demande d'administration étrangère. Alors, Frédéric qui dit, mais une balise, il faut la déclarer et on obtient un indicatif oui. Alors exactement, on obtient un indicatif, mais comment dire, c'est, on n'est pas obligé que la balise soit au domicile du radioamateur. C'est comme un relais, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser l'installation à un autre endroit, puisque c'est comme une installation de Radio Club, c'est une station qui est autonome. C'est le cas pour la HF dans mon Radio Club, ben voilà. Donc on a, donc on peut très bien, enfin on n'est pas obligé de donner un justificatif de l'adresse à laquelle le relais est installé, enfin le relais ou la balise est installée. Enfin, la NFR demande juste, encore une fois, l'adresse et la position GPS, comme toute installation radio-amateur. Relever les affirmations fausses. Alors, lors d'une sanction, le tribunal n'a pas la compétence de retirer, même temporairement, l'indicatif d'appel. Ça, c'est vrai. Le tribunal, à la limite, il peut juste faire un petit courrier, soit au ministère, à l'ARCEP, à la NFR, peu importe, à n'importe qui, pour dire veuillez prendre des mesures nécessaires pour sanctionner telle personne, parce qu'il a commis telle infraction et que je l'ai jugé pour cela. Le tribunal peut retirer définitivement l'indicatif d'appel. Non, il ne peut pas. L'intervention de la NFR en cas de plainte pour brouillage TV coûte 350 €. Alors ça fait partie du cours. Ça fait partie du cours. Là, donc, j'aurais dû peut-être le rajouter là-dedans, mais il y a tellement de choses à rajouter sinon. Donc ça, c'est en cas de plainte pour brouillage. La NFR intervient en tant qu'expert pour déterminer si les torts viennent de la station du radioamateur, donc c'est du brouillage, puisque je suis en émission, ou de l'installation perturbée, non-conformité, puisque si la station enfin, si la station de réception est perturbée, ça veut dire que peut-être elle n'est pas conforme aux exigences essentielles. Voilà. Et si c'est le cas, eh bien, enfin, on va continuer. L'intervention qui est une taxe et non pas une amende coûte 450 € à la charge du responsable des désordres, donc soit du brouillage, soit de la non-conformité. Et donc, et la NFR n'a pas vocation à intervenir en cas de plainte pour usurpation d'indicatif. Voilà. Donc là, l'intervention de la NFR, c'est pas 350, c'est 450 €. En cas de manquement grave à la réglementation, un indicatif d'appel peut être révoqué. Là, c'est vraiment un manquement très grave parce que, à ma connaissance, il y a eu juste des suspensions. Donc c'est 1 et 4.
Le contrôle de votre station d'amateur peut avoir lieu. Alors donc ce sont les agents de la NFR qui peuvent intervenir, mais comme c'est un local privé puisque vous êtes chez vous, et même chose d'ailleurs pour un radio club, c'est un local, enfin c'est un local privé, même si un radio club n'est pas réellement un privé au sens fort du terme, mais en tout cas c'est pas un lieu public puisque n'importe qui pas n'importe qui peut y aller, même si les portes sont ouvertes de temps en temps. Voilà. Et donc là, il faut revenir au code de procédure pénale. Et là, donc, c'est entre 8h et 20h. Pour, dans le cas, donc ça, c'est l'article 40 du CPCE, ça. Donc, les gens de la NFR peuvent entrer dans les locaux de 8h à 20h et normalement les jours de semaine. Ça m'étonnerait qu'ils bossent le week-end. Quelle est la sanction prévue si une personne effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'État ou une station autorisée? Voilà, tout ça, c'est là, et donc c'est 1 an d'emprisonnement. Encore une fois, pas d'amende, mais 1 an d'emprisonnement. Alors là, tout est bon. Alors du coup, c'était quoi la question? Non, c'est bon. On va revenir ici à la synthèse. On va revenir au début, puisque maintenant, on va refaire les questions, enfin toutes les questions, une série de complètes. Donc là, la série 14, où tous les chapitres depuis le début sont, voilà, sont compilés. Alors, toujours dans le même ordre pour que ce soit plus facile à lire avec le document de synthèse, mais évidemment, le jour de l'examen, tout est mélangé. Alors, la synthèse. Quel est le code utilisé pour une transmission vidéo? On revient ici sur, voilà, la vidéo, c'est F, télévision. Hop. Symbole de modulation de fréquence avec emploi d'une sous-porteuse modulante, télégraphie pour réception automatique. Donc modulation de fréquence, ça commence par un F. Avec emploi d'une sous-porteuse modulante, c'est un 2. Donc c'est F2, et je me fous du reste, puisque je ne vais pas le savoir. Ce qui m'intéresse, je l'ai fait par élimination, et il ne reste plus que celle-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Quelle est la puissance autorisée pour un radioamateur de classe 3 en classe d'émission transmission de données? Alors, puissance utilisée, transmission de données. Ici, je n'ai pas le D en fin. Donc les ex-classe 3 n'ont pas le droit à la transmission de données. Et c'est donc 0 watts. Bande de fréquence occupée. L'excursion de fréquence sur la fréquence 28500 doit être de... Alors, 28500, 12 kHz entre 28 et 144. Alors attention, ce n'est pas plus ou moins 12, parce que plus ou moins 12, ça ferait en tout 24 kHz, mais c'est 6 plus 6, donc plus ou moins 6, au maximum d'excursion FM. On verra ça quand on fera la partie technique, ce que veut dire l'excursion. On peut se douter un petit peu, c'est la fréquence qui varie par rapport à la fréquence centrale de plus 6
enfin pour la partie haute et -6 pour la partie basse quand on est en modulation de fréquence, puisque je bouge ma fréquence. Donc je bouge ma fréquence de maximum +6 et maximum aussi, enfin minimum, -6. Et là, c'est 12 kg parce que, enfin, c'est en tout, ça fait 12 kg de bande passante. Hein, plus -6 kg. Donc 2 fois 6, ça me fait 12. Voilà, ça c'est une question un peu piège. Quelle est la bande partagée avec statut secondaire? Alors là, on en arrive là. Statut secondaire, donc 430, 434. Ah, elle est pas mal celle-là. Statut C, donc c'est du secondaire. 434, 440. Alors, il aurait peut-être fallu préciser en région 1, parce que là, elle continue d'être secondaire aussi en région 2 et en région 3. Voilà. Donc je pense que c'est pas indiqué clairement, mais ça concerne que la région 1. 7 à 7200 ici, c'est du primaire. Et 14 à 14250, alors c'est une partie de la bande ici qui est primaire, et c'est d'ailleurs même la bande satellite. Quelle bande de fréquence est en statut secondaire en HF? Alors, statut secondaire, 18068, 18168, c'est primaire. 24890, 24990, c'est primaire. 10 à 10150, c'est secondaire, statut C. Et puis de toute façon, 430, 434, même si ce n'est pas, ici c'est secondaire, mais la HF, ça ne concerne ici que ces bandes-là. Ici, on est, en l'occurrence, sur 430 mégas, on est en UHF. Dans quelle bande de trafic radioamateur par satellite AMS est-il autorisé? Alors, 21 à 21 450, c'est autorisé. 24 890 à 24 990, c'est autorisé. 28 à 29 700, c'est autorisé. 144 à 146, c'est autorisé. Donc 1, 2, 3, 4, tout est autorisé. Quelles sont les limites de la bande des 2 mètres en France métropolitaine? En France métropolitaine, 144, 146. Voilà, ça va, c'est assez rapide. Quelle est la largeur de la bande des 20 mètres en France métropolitaine? La largeur, c'est 3, donc c'est de 14 à 14 350, donc c'est 350 kHz. On ne demande pas ici les fréquences limites de la bande. On demande juste la largeur. Quelle est la largeur de la bande des 12 mètres en France métropolitaine? Et c'est pas qu'en France métropolitaine, c'est partout. Donc le 12 mètres, c'est 24 890 à 24 990. Et la largeur, c'est 100 kg. On ne demande pas encore une fois les limites, mais on demande la largeur. Quelle classe d'opérateur a-t-il le droit d'émettre sur la bande des 10 mètres? Alors la bande des 10 mètres, ici, donc il n'y a que les opérateurs 1 et 2, classe 1 et classe 2, ou classe unique, puisque maintenant on ne fait plus la différence entre les deux. Classe d'opérateurs autorisés pour le J3E et le G3E. Hop, donc là, J3E, G3E, ce sont tous les opérateurs de la classe unique, donc les ex 1 et 2, et les ex classe 3, donc toutes les classes. Épellation correcte. Voilà ma table. C'est golf pour la lettre G. C'est rapide. FM6 GNR. Alors Foxtrot Mike 6 Golf November Radio. C'est pas radio. Voici
France, Maroc, c'est pas ça. Foxtrot, Mike, Golf, November, Romeo, c'est pas mal ça. Ici c'est Guatemala, c'est pas bon. Quel est le code pour QSP? Alors le code QSP, voulez-vous retransmettre gratuitement? Pouvez-vous retransmettre gratuitement? Voilà. Comment traduit-on êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? QRV, point d'interrogation. Alors, donc, il aurait fallu rajouter ici un point d'interrogation pour que ça soit parfait. Comment traduit-on avez-vous quelque chose pour moi? Avez-vous quelque chose pour moi? QRU. QRU. Et c'est pareil, le point d'interrogation aurait été le bienvenu. Renseignement obligatoire dans le journal de bord. Tac, le journal de bord, il est où? Le voilà. Donc, est-ce que c'est le lieu d'émission s'il est différent de la station fixe? Oui. L'heure locale de votre correspondant? Non. La fréquence utilisée? Oui. Le lieu d'émission de votre correspondant? Non. Donc, c'est 1 et 3. 1 et 3. Peut-on exploiter une station radioamateur dans un avion de ligne? Non. Et c'est pas, même si le commandant de bord donne son autorisation, j'y crois moyen, et encore moins si, même si c'est, on est au-dessus de la France, c'est pas ça la bonne réponse non plus. Qui fait intervenir l'ANFR en cas de brouillage? Une association de radioamateurs, le préfet, l'utilisateur victime du brouillage. Ah oui, c'est lui qui va demander. Et sinon, c'était quoi? Je crois que c'était la gendarmerie. Et c'est bien l'utilisateur. Donc, on fait OK. On va voir si on n'est pas trop mauvais. Et on n'est pas si mauvais que ça. On revient là. Et dernière série, puisqu'on en fera 3 comme tous les soirs. Hop, je reviens sur ma synthèse. Je me remets au début. À qui s'appliquent les dispositions du RR en France? Les opérateurs de classe 3 ne sont pas concernés? Non. Aux radioamateurs autorisés uniquement? Non. À tous les utilisateurs du spectre radioélectrique. Donc c'est vraiment tout professionnels comme amateurs comme nous qui utilisons le spectre radioélectrique. On, on applique les dispositions qui sont indiquées dans le RR. Évidemment, tout le monde est impacté par le RR. Dans la classe d'émission définie comme étant G3E, que signifie le E? Alors, il est où? Le E, c'est donc téléphonie. Oui, je vous conseille d'ailleurs quand vous faites vos exercices là d'avoir, si, enfin au départ tout au moins, par la suite non parce que ça vous permet comme ça de progresser, mais vous pouvez avoir cette anti-sèche qui est juste à côté de vous. Hein. Ça fonctionne très bien. Donc dans la classe d'émission D8E, que signifie le chiffre? Donc 8, ça signifie analogique plusieurs voix. Et, enfin ça c'est la définition officielle. Évidemment c'est plusieurs voix analogiques. C'est la même... c'est bien la même signification. Définition de la classe d'émission F1B. Donc, alors, comme je vois que là, c'est la définition officielle, c'est-à-dire qu'on commence par l'information transmise, puis la modulation, puis le signal modulant, on va, d'ailleurs même, on a tout inversé là, mais c'est pas grave. Donc, B, c'est donc de la télégraphie automatique, donc ça peut être
celle-ci, enfin les trois finalement, un sans sous-porteuse modulante, donc on ne garde que la 2 et la 3, et F, fréquence, donc c'est celle-là, puisque ça c'est phase, et c'est pas bon. Pour phase, il aurait fallu la lettre G. La station d'un radioamateur doit comporter obligatoirement alors un indicateur de rapport d'onde stationnaire. Non, ce qui est obligatoire, c'est l'indicateur de puissance. Et, attention, cette histoire de perturbation réinjectée dans le réseau radioélectrique. Et je vois ici qu'il y a un filtre d'alimentation. Donc, alors, soit on ne répond rien, parce qu'on peut aussi y répondre aucune de ces réponses, ce qui serait, voilà, la charge rayonnante, c'est sûr, elle n'y est plus. Donc là, il y a peut-être un sujet. Voilà, donc c'est soit ça, soit ça. Moi, j'aurais tendance à mettre un filtre d'alimentation puisque je ne dois rien réinjecter dans le réseau de distribution électrique. Même si je suis d'accord, ce n'est pas indiqué dans la décision 12-1241. Euh, voilà. Et là, c'est bien le vrai nom, hein, c'est pas une charge fictive, hein, c'est une charge non rayonnante. Hein, puisqu'encore une fois, alors ce terme de charge fictive, c'est voilà, c'est un faux, c'est un peu n'importe quoi quand on le prend de manière sémantique. Une charge, il faut que ce soit une vraie charge. Sinon, c'est ça marche pas. Si elle est fictive, votre charge, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc c'est une charge non rayonnante ou une antenne fictive si vous voulez. Mais charge fictive, ça marche pas. Les rayonnements non essentiels. Donc voilà mes rayonnements non essentiels qui sont là. Hein, je rappelle, ça euh, c'est mon annexe 3 ORR là, qui me définit mes rayonnements non essentiels. Donc ici, c'est la bande passante de mon signal que je veux émettre. Donc ça, c'est mon signal émis et le vrai signal que je veux émettre. Je ne regarde pas ce qui se passe ici tout de suite sur les émissions hors bande, donc je m'éloigne un petit peu et je ne commence à mesurer ici qu'à 2,5 fois la bande passante totale de mon signal. Donc ici, je me déporte de 2,5 par rapport à la fréquence porteuse. Et ici, donc, c'est le début des rayonnements non essentiels. Et donc, ces rayonnements non essentiels, c'est quoi? Est-ce que ce sont les émissions non désirées? Donc, c'est bien des émissions non désirées qui ne sont pas dans le domaine des émissions hors bande. Donc, ce n'est pas dans le domaine des émissions hors bande, celle-là, elle me va bien. Les émissions en dehors de la bande passante de l'émission fondamentale, non, ça, ce sont les émissions non désirées, c'est l'ensemble. Les émissions résiduelles en dehors de la bande attribuée aux radioamateurs, non. On ne va pas s'intéresser qu'aux seules émissions en dehors de la bande radioamateur. Et des émissions non modulées, encore moins. Alors, on passe au tableau des fréquences. Quel est le statut de la bande de fréquence 10-100 à 10-150? Donc là, c'est un statut C, donc c'est secondaire. Est-ce que j'ai un secondaire partagé? Secondaire. Oui, à partir du moment où, comment dire, la bande elle est secondaire, ça veut dire qu'elle est partagée avec d'autres utilisateurs secondaires ou un utilisateur primaire. Voilà. Elle n'est généralement, lorsqu'elle a un statut A, un statut primaire,
la bande est exclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secondaire. Euh, c'est pas systématique, hein, mais en règle générale, quand on a un statut A, quand les radioamateurs ont un statut A, il n'y a pas d'utilisateur secondaire. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la bande est exclusive. En France métropolitaine, quel est le statut de la bande dite des 40 mètres? 40 mètres, donc c'est le 7 mégas, elle est exclusive. Partagé secondaire, non. Partagé égalité de droit, non plus. Partagé statut précaire, c'est pas ça non plus. Elle est exclusive ou primaire. Quelles sont les limites de la bande des 18 mégas? Donc 18 mégas, voilà, 18068 à 18168. Les limites, les voilà. Et c'est pas les autres propositions. Quelle fréquence est une limite de bande? 1 810, en voilà une. 7 mégas 100, non. 3 mégas 6, non. Et 14250, non. 14250, c'est un bout de bande ici. Alors 7 mégas 100 et 14250, c'est uniquement les bandes satellites, c'est-à-dire que c'est les fréquences des satellites, pas des bandes que vous utilisez vous. Donc là, c'est, encore une fois, on aurait dû dire quelle fréquence est une limite en région 1. Quelle est la largeur de la bande des 7 mégas en France métropolitaine? Là, pour une fois, c'est bien marqué, c'est 200 kHz, 7 à 7200. Pour un opérateur de classe AREC, quelle est la puissance maximum autorisée en R3E? Alors, la puissance maximale autorisée, c'est 500 watts. J'aurais dû passer là. La puissance maximale autorisée, c'est 500 watts, évidemment, sur les fréquences inférieures à 28 mégas, mais là, il n'y avait rien d'indiqué. Donc, je prends la puissance maximum pour toutes les bandes autorisées. Un opérateur de classe 3 peut-il émettre entre 52 et 51,2? Jamais, puisque, encore une fois, ils ont droit aux 144 à 146 points barres. Alors, j'ai pas dû répondre tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle réapparaît. En alphabet international, quel code pour U? Et c'est bien évidemment uniforme. La même chose, j'ai dû passer dessus trop rapidement tout à l'heure. Ah, quoique non, je n'ai pas dû le faire encore. Ben voilà, je ne l'avais pas fait. Je n'ai pas avancé assez vite. Alors, TK5UW, Tango Kilo 5, uniforme Washington, c'est pas ça. Université, c'est pas ça. Uniforme Whiskey, ça me semble pas mal. Le code Q, QRU, on l'a déjà vu ça. Avez-vous quelque chose pour moi? Avez-vous quelque chose pour moi? Là, j'aurais bien aimé voir un point d'interrogation. Ah, quoique, attendez. Si j'ai pas de point d'interrogation, je n'ai rien pour vous. Je n'ai pas de point d'interrogation. Donc, si je n'ai pas de point d'interrogation, c'est pas une question, mais c'est une affirmation. Donc, toutes celles-là, ce sont des questions. Voilà, ça c'est voilà, un petit piège quand même. J'ai failli me faire avoir. Comment traduit-on la force de mes signaux varie-t-elle? C'est le QSB. Et encore une fois, là, j'aurais bien aimé voir un point d'interrogation à la fin. Quels sont les renseignements obligatoires du journal de trafic? Locator et fréquence d'émission. Donc le locator n'est pas obligatoire, puisque locator,
c'est le lieu d'émission du correspondant, je m'en fous. Date et heure de communication, puissance, la puissance, je m'en fous. Date et heure de communication, classe d'émission, ça m'intéresse. Et indicatif et report du correspondant, le report, je m'en fous. Le report, ce sont les conditions de réception que j'ai communiquées au correspondant. Je suis à pied dans une forêt et j'émets avec un émetteur portable VHF. Comment dois-je formuler mon indicatif? Donc, à pied, donc je suis mobile, point barre. Et je n'ai pas à préciser si c'est du mobile portable, ça veut rien dire. Portable pédestre, ça veut rien dire non plus. Voilà, c'est mobile. Et pédestre, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose de la réglementation. Vous pouvez le préciser par la suite, mais l'indicatif, c'est de cette manière-là qu'il faut s'identifier. Quand une station du service amateur est brouillée sur une fréquence, la NFR s'occupe de l'instruction d'enquête. De l'instruction d'enquête de brouillage de la station déclarée. L'instruction d'enquête de brouillage d'émission de faible distance, portée, faible puissance. Ça, je sais. Voilà, ça, c'est. Je sais pas trop. C'était dans le compte rendu qui était remonté par le candidat. C'est voilà, c'est pas trop français. Donner des conseils pour limiter les brouillages. Bah non, la NFR éventuellement peut le faire, mais c'est après avoir diligenté son enquête. Vérifie que la station d'amateur est conforme aux exigences essentielles, donc elle le fait une fois qu'elle a instruit finalement. Donc elle s'occupe de cette instruction d'enquête. À qui s'appliquent les dispositions du RR en France? Bah ça y est, on les a toutes faites déjà. Bah voilà, donc on va terminer. Êtes-vous sûr? Oui. Est-ce qu'on est bon? Et on est bon. Voilà, on va revenir au PDF. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.